Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo book haul. J'avais envie de vous montrer les quelques emplettes que j'ai faites récemment en librairie bande dessinée, en librairie tout court. Voilà, j'ai pas mal de livres en fait à vous présenter, plus que ce que je n'aurais cru. Et du coup, on va commencer tout de suite sans plus tarder. J'ai absolument de tout. J'ai des essais, j'ai du théâtre, j'ai de la bande dessinée, j'ai du roman, j'ai de la science-fiction, des nouvelles, bon, il y en a vraiment pour tous les goûts, donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces livres, ou si vous en avez entendu parler, et ce que vous en avez pensé. On va commencer tout de suite avec la bande dessinée, et je vais commencer par un grand classique de la bande dessinée maintenant, le premier tome de Black Sad de Diaz-Canales et Guarnido. Le premier tome s'appelle Quelque part entre les ombres, et c'est aux éditions d'Argo. Si vous êtes amateur ou amatrice de bande dessinée, vous avez sûrement dû voir qu'un nouveau tome des aventures de Black Sad était sorti. Je n'ai plus son nom et ça faisait un moment qu'il n'y avait pas eu de nouveau tome, une nouvelle aventure, et du coup j'ai eu envie de relire Black Sad. Je les avais découverts vraiment par hasard dans la bibliothèque de ma ville lorsque j'étais au lycée, donc ça remonte un petit peu. J'avais lu les 4 premiers tomes et j'avais vraiment eu un très bon souvenir de cette lecture, et qui m'avait fait un petit peu penser aux comics Fable et à The Wolf Among Us que j'avais adoré, notamment parce qu'on est vraiment sur des personnages aux traits d'animaux. John Black Sad étant un chat, par exemple, une espèce de chat détective, enquêteur, policier, enfin plus enquêteur, détective, avec son grand trench très classique. On est sur des couleurs absolument magnifiques. J'aime énormément le trait, j'aime énormément le style. C'est vraiment un univers que j'apprécie beaucoup et j'ai hâte de lire la suite parce que j'ai déjà relu celui-ci et j'aimerais beaucoup lire le nouveau qui est sorti. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu le nouveau, je serais ravie d'avoir votre avis. Ensuite, en librairie, donc de bande dessinée, il y a une bande dessinée en Belgique, une chaîne de bande dessinée qui s'appelle Slumberland, et il y en a une pas très loin de chez moi. Il y a plein de bandes dessinées, c'est un vrai plaisir. Et donc là, j'ai pu voir Dans la tête de Sherlock Holmes, donc c'est d'après Sir Arthur Conan Doyle, et c'est de Cyril Liron et de Benoît Dahan. La première affaire s'appelle L'affaire du ticket scandaleux, c'est le tome 1/2 et c'est aux éditions Ankama. Je suis absolument passionnée par Sherlock Holmes en ce moment. Je ne sais pas si vous voyez la boîte, mais en gros, je joue au jeu détective Sherlock Holmes et c'est absolument génial. Et donc là, voilà, là c'est la bande dessinée et en fait, le but c'est d'être vraiment dans la tête de Sherlock Holmes, comme le titre l'indique, mais tout est dessiné pour qu'on ait l'impression d'être dans son esprit et dans les rouages de sa pensée. Et oh là là, c'est beau, c'est vraiment absolument magnifique, je le trouve somptueux. Là on voit un petit peu mieux aussi. Donc voilà, je ne sais absolument pas ce que ça va donner. J'ai un petit peu peur que ce soit cafouillis à lire, étant donné que j'ai un mélange de confus et de fouillis. J'ai un peu peur que ce soit un petit peu brouillon parce qu'il y a beaucoup de détails et de traits dans le dessin qui couvrent le texte, mais on verra bien. Pour l'instant je pars sur un a priori plutôt positif. Ensuite, on m'a vivement conseillé la saga Siegfried, donc ici c'est toujours chez Dargo, donc de Alex Alice, et alors là ça a l'air d'être proche de la mythologie viking et ça a l'air vraiment chouette. Donc c'est ça, je vous ai dit la quatrième... Je vous lis la 4e de couverture. Les dieux immortels règnent sur l'univers, tout ce qui vit craint leur pouvoir, tout ce qui vit sauf une créature, un enfant, né des sagas vikings et de la musique de Wagner. Donc hop. Et je voulais vous montrer aussi l'intérieur parce que là, au nouveau, c'est des planches vraiment, si je ne m'assomme pas avec les livres, vraiment très belles, que je trouve somptueuses. On passe du bleu au blanc. Il y a beaucoup de rouge orangé aussi, s'il doit être question de volcan ou en tout cas de feu. Voilà, c'est très beau. Je ne connaissais pas du tout et j'ai hâte de découvrir. Ensuite, un essai qui s'appelle donc Trouble dans le genre de Judith Butler, le féminisme et la subversion de l'identité, c'est aux éditions de la Découverte dans leur format poche. Grand classique pareil de la littérature de genre, sur le genre, autour des questions de genre, notamment parce que j'ai un cours ce premier semestre qui s'appelle Genre, culture et représentation, je crois que ça doit être quelque chose comme ça, et donc qui traite des questions de genre dans la culture, et a notamment été cité pendant le cours Trouble dans le genre de Judith Butler, qui porte une théorie, une thèse selon laquelle le genre, qu'il soit féminin, masculin, autre, se
se performe en fait, au même titre que la performance dans l'art. On doit jouer le genre, enfin on joue le genre sans même s'en rendre compte, le genre auquel nous on s'associe, et ou auquel on est assigné. Enfin bref, c'est assez vaste et je suis pas la plus pro des questions de genre, mais voilà, je compte bien en savoir plus grâce à cet essai qui a l'air vraiment très très chouette et ça a l'air d'être vraiment sympa, j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, un recueil de nouvelles, Histoire grotesque et sérieuse de Edgar Allan Poe, ici aux éditions Folio Classique. Je vous avais parlé sur Instagram il y a quelques temps d'une peinture pour laquelle je suis tombée red dingue, qui s'appelle Le Domaine d'Arnhem, qui est une peinture de René Magritte, que j'ai pu découvrir donc, au musée Magritte de Bruxelles. Et je la trouve absolument magnifique. Je sais pas, moi, ces couleurs, cette montagne, cet oiseau au fond avec le nid à l'avance, je trouve ça magnifique. Très impressionnante à voir. J'avais récupéré la petite carte postale pour m'en faire un marque-page, je l'adore. Et en fait, en faisant quelques rapides recherches sur internet, je me suis rendu compte que Le Domaine d'Arnhem, donc le titre de la peinture, est inspiré d'une nouvelle d'Edgar Allan Poe qui s'appelle Le Domaine d'Arnhem. Donc Edgar Allan Poe a été traduit ici par Charles Baudelaire qui traduit Edgar Allan Poe. On connaît beaucoup Edgar Allan Poe pour ses histoires, les contes macabres, pardon. Donc on connaît beaucoup Edgar Allan Poe pour ses contes macabres, assez gothiques, assez glauques, assez sombres, et notamment sa nouvelle Le Chat Noir. Je ne le connais pas du tout sur ce genre de recueil. Les noms des nouvelles me parlent absolument pas, mais du coup, étant donné que c'est un recueil que j'ai très peu vu passer, j'ai d'autant plus envie de le lire et de vous en parler. Ensuite, un autre classique cette fois-ci, mais de la SF, H.P. Lovecraft, Le mythe de Cthulhu aux éditions J'ai lu. J'ai adoré l'émission de Blockbusters de Frédéric Segrist sur Lovecraft, je l'ai trouvé très chouette et du coup j'avais trop envie de lire La couleur tombée de l'aube, je crois que c'est ça le nom de la nouvelle. Et en fait c'est trop drôle parce que je trouvais pas le livre en librairie et au final j'ai vu donc Le mythe de Cthulhu c'est parti sur celui-ci, et au final, en le feuilletant, j'ai vu que La couleur tombée du ciel, La couleur tombée du ciel, ça doit être ça. En fait, je me suis rendu compte que La couleur tombée du ciel était au sein de ce recueil. Alors attendez, je l'ai là, La couleur tombée du ciel, c'est ça. Donc magnifique, hyper hâte de le lire. Ensuite, je suis allée chez mes parents cet été, je crois, et une nouvelle librairie a ouvert au cœur de la ville, donc j'étais très contente d'aller y faire un tour et de discuter un petit peu avec le libraire parce qu'il venait de s'installer, donc ça faisait vraiment quelques jours que la librairie était ouverte, tout n'était pas encore mis en rayon, et je parlais SF avec lui, et notamment il m'a vivement conseillé Antoine Bello, je ne sais pas trop comment ça se prononce, avec Ada. Antoine Bello qui écrit beaucoup de romans autour de la science-fiction, mais notamment de l'intelligence artificielle. Et là, typiquement, je vais vous lire la 4e de couverture, m'a fait énormément penser à plusieurs jeux vidéo ou séries qui reprennent beaucoup ce thème de l'intelligence artificielle et que je voyais déjà comment le livre pourrait être adapté en jeu vidéo, alors que en roman, j'ai eu peu l'occasion de le lire, en tout cas, donc je vous lis la 4e de couverture. Frank Logan, policier dans la Silicon Valley, est chargé d'une affaire un peu particulière. Une intelligence artificielle révolutionnaire a disparu de la salle hermétique où elle était enfermée. Baptisé Ada, ce programme informatique a été conçu pour écrire des romans à l'eau de rose. Mais Ada a d'autres ambitions. Elle parle, blague, détecte des émotions et se pique de décrocher un jour le prix Pulitzer. Au cours de son enquête, ce que Frank découvre sur les pouvoirs et les dangers de la technologie l'ébranle au point qu'il s'interroge, est-il vraiment souhaitable de retrouver Ada ? Et j'aime trop l'idée que ce robot soit conditionné pour écrire des romans à l'eau de rose, donc avec l'idée comme quoi on pourrait mécaniser le système d'écriture et le système de création de romans, le métier d'auteur, et du coup j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Ça a l'air chouette, en tout cas le libraire m'en a dit beaucoup de bien. Ensuite, je suis allée au théâtre national Wallonie-Bruxelles, et je suis allée voir une pièce. Ça faisait des années vraiment que j'avais pas été au théâtre. La dernière fois c'était au Théâtre des Célestins qui est à Lyon, qui est un théâtre magnifique, mais ça faisait longtemps que je n'y avais pas été. Et je suis absolument ravie d'y être retournée. J'avais oublié à quel point c'était saisissant et plein d'émotions, extrêmement riche. Je suis allée voir la dernière nuit du monde de Laurent Godet et de Fabrice Murgia. Fabrice Murgia qui était jusqu'à cette saison donc le directeur du théâtre Wallonie-Bruxelles. Moi j'avais pu découvrir Laurent Godet et Fabrice Murgia je ne sais plus si c'était en première ou en terminale, je crois que c'était en première littéraire, où j'avais étudié Laurent Godet avec Médée, notamment, Médée Cali, il me semble le nom, et j'avais beaucoup aimé.
Et quand j'ai vu qu'il faisait une pièce de théâtre au théâtre de Bruxelles, je me suis dit que c'était chouette et que c'était l'occasion d'aller le voir, d'autant plus que le pitch me tentait énormément. Pour vous la faire très rapidement, l'histoire c'est un monde dans lequel on a inventé une nouvelle pilule qui nous permet en 45 minutes d'avoir un sommeil aussi réparateur qu'une nuit de 7, 8, 9 heures selon nos besoins. Bref, on n'a plus besoin de dormir 7 heures par jour, on prend cette pilule, on dort 45 minutes et on est super en forme. Ce qui nous permet de faire plein de choses, ce qui permet à la société d'évoluer complètement différemment et la nuit n'est plus la même, les nuits changent. On va suivre un couple, on va suivre Lou et Gabor. Lou, elle est plutôt sceptique et pas hyper enthousiaste à l'idée d'avoir cette pilule dans leur vie. Gabor, lui, bosse pour le marketing et doit valoriser cette pilule. Et on va suivre ce couple à l'aube d'une nouvelle journée infinie, on va dire. Et donc, j'ai tellement aimé la pièce que j'ai pris la version papier qui est disponible donc chez Actes Sud Papier. Il y a pas mal de passages que j'aimerais relire parce qu'au théâtre ça passe quand même parfois assez vite et qu'il y a des petites phrases comme ça que j'aurais aimé saisir plus et du coup j'ai hâte de le relire. Ça m'a vraiment bouleversée, il y a vraiment un moment donné où on sent toute l'ampleur du truc sur scène, c'était génial. Si jamais la scène, la pièce repasse à Bruxelles, mais en anglais je crois au mois de mai, alors il y a les sous-titres et compagnie, mais je pense qu'il doit faire une tournée, j'imagine en France, je sais pas trop, je regarderai un petit peu mais... Vraiment, si vous avez l'occasion de découvrir La Dernière Dune du Monde, c'est des sujets hyper intéressants, c'est fait avec une grande intensité, moi j'ai beaucoup aimé. Ensuite, un essai qui est écrit par un des professeurs que je vais avoir au second semestre et je trouvais le thème trop intéressant pour ne pas le prendre. C'est notamment un texte qu'il cite pour son cours du second semestre, donc je me dis bon, je le lis comme ça au moins. Je serai prête pour ce cours. Donc c'est un livre qui s'appelle Dans la peau des gamers, évidemment avec une petite manette à la place du M. Anthropologie d'une guilde de World of Warcraft. Alors ça, j'ai trouvé ça assez drôle. C'est vraiment le sous-titre qui m'a fait craquer. J'adore World of Warcraft. J'y joue depuis le CM2. Voilà, c'est simple, depuis que j'ai 11 ans, j'y joue. Et je m'y suis pas mal remise ces dernières années avec l'arrivée de la version classique en fait, donc des serveurs comme ils étaient il y a quelques temps et c'est génial, c'est vraiment très drôle. Et du coup au sein du jeu, même si c'est un jeu multijoueur, vous pouvez bien entendu jouer tout seul ou alors rejoindre une guilde, c'est-à-dire une communauté de joueurs pour ensuite ensemble faire des donjons, des raids. Des raids c'est des très gros donjons à entre 25 et 40 joueurs selon l'extension. Et voilà. Et donc dans l'anthropologie d'une guilde, il va vraiment étudier tout le fonctionnement dans le jeu vidéo et dans la guilde et je trouve ça génial. Enfin vraiment c'est des extraits de dialogue. Voilà, là il y a quand même des extraits du site jeuxvideo.com de 2012. Enfin bref, je trouve ça assez drôle et j'ai hâte de lire et voir ce que ça va donner, notamment parce que j'aime le jeu, que j'ai le cours au second semestre. Autant de découvrir. Et enfin, toujours pour un cours de fac, Surveiller et punir de Michel Foucault aux éditions Gallimard dans leur collection Tel. Alors là c'est Tel, mais je pense qu'il y a peut-être un autre nom. Je n'arrive pas à retrouver le nom de la collection. Collection Tel, si c'est bien ça. Surveiller et punir, je l'ai découvert lors de ma première année de fac en licence 1 de lettres appliquées à Lyon. Et je pense que c'est clairement un ouvrage et des textes qu'on rencontre énormément dans les études de sciences humaines parce que je l'ai vu aussi en master en communication, je le revois maintenant en master de culture visuelle. C'est clairement un ouvrage que j'ai vu énormément cité, gros classique de ce genre de littérature voilà, universitaire. Je vois que la lumière a complètement baissé, par contre j'avais une super luminosité, c'est devenu tout sombre. Mais c'est pas grave, j'ai bientôt fini. Du coup, dans Surveiller et punir, on va voir comment l'emprise des hommes peut avoir lieu dans les prisons notamment, donc c'est la naissance de la prison. Je vous lis un petit peu la 4e de couverture, ce sera plus simple pour moi pour vous résumer le livre. Peut-être avons-nous honte aujourd'hui de nos prisons. Le 19e siècle, lui, était fier des forteresses qu'il construisait aux limites et parfois au cœur des villes. Elles figuraient toute une entreprise d'orthopédie sociale. Ceux qui volent, on les emprisonne. Ceux qui violent, on les emprisonne. Ceux qui tuent, également. D'où viennent cette étrange pratique et le curieux projet d'enfermer pour redresser? Un vieil héritage des cachots du Moyen-Âge, plutôt une technologie nouvelle, la mise au point, du XVIe au XIXe siècle, de tout un ensemble de procédures pour quadriller, contrôler, mesurer, dresser les individus, les rendre à la fois dociles et utiles.
Surveillance, exercice, manœuvre, notation, rangs et places, classement, examen, enregistrement. Toute une manière d'assujettir les corps, de maîtriser les multiplicités humaines et de manipuler leurs forces s'est développée au cours des siècles classiques dans les hôpitaux, à l'armée, dans les écoles, dans les collèges ou les ateliers, la discipline. Penser les relations de pouvoir aujourd'hui ne peut se faire sans prendre en compte l'ouvrage de Michel Foucault, devenu aussi indispensable à notre époque que le Léviathan de Hobbes le fut à l'époque moderne. Bon, voilà, ça semble assez balèze. On m'a dit beaucoup de bien. On m'a dit comme quoi ça a changé vraiment pas mal de choses dans notre propre pensée, que c'était assez dur et que c'était vraiment un ouvrage important. Donc moi j'ai tout un chapitre sur le panoptisme à étudier. Le panoptisme étant une espèce de panorama 360 degrés au sein d'une prison pour pouvoir voir tous les prisonniers sans savoir si les prisonniers eux-mêmes sont vus et à quel moment. Ça a l'air vraiment très intéressant, je dois le lire tout bientôt, donc j'ai hâte de vous le présenter quand je l'aurai lu. Et voilà, il me semble que c'est tout pour aujourd'hui. Je suis ravie de vous avoir fait cette vidéo. Je suis très contente d'avoir tous ces livres ici pour vous les présenter. J'espère revenir très prochainement en vidéo. La prochaine sera sûrement autour de l'univers de Silo de Hugo Wee. J'ai terminé le tome 2 il y a quelques semaines et je l'ai adoré. Donc voilà, j'ai extrêmement hâte de vous en reparler. Et puis, je reviens très vite pour des prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous et faites de super lectures. À la prochaine. Bye.